Bon, les amis, table ronde. Table ronde de suite. Comment créer son jeu de rôle? Alors, je vais essayer de ne pas écorcher vos noms et prénoms, messieurs. D'accord? Avec Pierre Rosenthal, Julien Blondel, Romain D'Huissier et Landraste. Et tout ceci animé par votre host de qualité, Laurent Gartner, président de l'association Aux Portes de l'Imaginaire. Donc maintenant, ici, cette table ronde sur comment créer un jeu de rôle. Laurent, c'est toi, c'est ça? J'ai envie de te laisser la parole. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Messieurs, bonne table ronde. Et à tout de suite. Merci. Alors, on va distribuer aussi un autre micro sur la droite. Pierre, tu Je seras passerai le force mien rouge. juste après. Voilà. Vous nous entendez bien, c'est bon? Alors, donc un peu pour présenter notre association Porte de l'Imaginaire. On est une association d'auteurs de jeux de rôle, amateurs, professionnels. Donc, on est sur le Gaming Reims depuis 3 ans. On vous propose de découvrir le jeu de rôle un peu à tout le monde. On parle aussi un peu de nos créations et de la création du jeu. Et on pensait que c'était opportun, un peu, puisqu'on fait venir souvent des auteurs pour qu'ils vous présentent leur jeu sur le stand, un peu leur faire parler, puisque c'est des choses qu'on entend assez souvent, c'est « mais comment vous faites pour créer des jeux ?» Voilà, donc on va voir un peu ceci avec différents auteurs. Donc on va commencer de la gauche vers la droite, ça ne vous dérange pas. Donc on va commencer par Landraste. Zut, j'ai pas de chance. Alors, moi, je suis Landraste, plutôt dans le bas du panier des auteurs, puisque je suis plutôt dans le monde des amateurs encore aujourd'hui, auto-publié, et par contre, je suis dans le monde du jeu de rôle depuis plus de 30 ans. Merci. Donc juste à sa droite, Julien Blondel. Bonjour. Il n'y a pas de bas du panier dans les auteurs. Vraiment, il y a des choses formidables qui se font chez les amateurs, il y a des choses pourries qui se font chez les pros, donc bienvenue. Moi, je suis Julien Blondel, je suis auteur de jeux, je suis scénariste de bande dessinée, je suis game designer aussi pour le jeu vidéo. J'ai commencé par Casus Belli, le magazine, il y a 25 ans cette année, avec mon vieux compagnon Pierre qui est à ma droite. Et je reviens au jeu de rôle après un petit arrêt par la bande dessinée, voilà, par plaisir. Merci Julien. Donc à ma droite, Pierre Rosenthal qui va se présenter. Voilà, donc moi j'ai commencé par un magazine qui s'appelle Casus Belli, qui était le magazine le plus connu du jeu de rôle. Et c'est dans ce cadre que j'ai créé mon premier jeu de rôle, Simulacre. Et puis j'en ai créé juste un deuxième après, c'est tout. J'ai le mien, normalement. Et enfin, dernier auteur, donc Romain D'Huissier qui va se présenter aussi. Oui, donc moi je suis auteur de jeux de rôle depuis une petite vingtaine d'années aussi, romancier depuis un peu moins longtemps. J'ai bossé sur pas mal de gammes, une bonne dizaine, au moins une bonne dizaine de jeux de rôle créés, de différentes tailles, chez différents éditeurs, donc j'ai une certaine expérience du truc, donc j'espère qu'on pourra partager tout ça ici. Alors, donc la petite question à chaque fois qui vient, en fait, c'est pourquoi créer son propre jeu? Alors, lequel souhaite commencer? Pierre? Je vais commencer parce qu'en fait, j'ai pas vraiment souhaité créer mon premier jeu, ni le deuxième. Le premier, c'est, étant dans un magazine de jeux de rôle, à l'époque, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas du tout ce que c'était que le jeu de rôle. Et on passait vraiment beaucoup de temps à expliquer. Alors, les gens qui disaient on se déguise, les gens qui pensaient que c'était du cow-boy des Indiens, c'était pas forcément loin de ça. Mais dans le magazine, on s'est dit le mieux pour faire découvrir ce que c'est que le jeu de rôle, c'est en fait d'en créer un, de le produire et de le mettre sous forme de magazine. Donc le premier, en fait, c'est juste une commande et c'est pas un jeu de rôle avec un univers, c'est principalement un jeu de rôle où on peut jouer toutes sortes d'univers, toutes sortes d'aventures. Donc voilà, ça c'était la première création. Et la deuxième, un an après, un éditeur me dit si tu veux faire un jeu de rôle, on te l'édite. Et moi qui écrivais beaucoup de qui lisais beaucoup de science-fiction et qui n'arrivais pas à écrire de la science-fiction, j'avais un univers, j'avais des idées dans la tête et j'ai créé mon deuxième jeu de rôle juste pour pouvoir montrer l'univers que j'avais dans la tête à d'autres personnes et sous une forme de jeu de rôle. Ouais, la vraie question, c'est vrai que c'est pourquoi on fait un jeu de rôle, quoi. Ça représente 1 an, 2 ans, 3 ans de travail.
c'est extrêmement complexe à faire. Il faut créer tout un univers, il faut créer des fois un monde qui n'existe pas, des peuples, des factions. Il faut créer des règles de jeu. Il faut s'arranger pour qu'elles soient pas trop bancales et qu'elles fonctionnent. Il faut prévoir tous les cas de figure qui pourraient arriver alors qu'on n'est pas là pour répondre s'il y a des questions. Il faut créer des aventures, il faut donner envie de créer des aventures pour que le jeu soit approprié par les gens qui joueront. C'est super compliqué, le jeu de rôle, c'est super exigeant. Et la vraie question, c'est de savoir pourquoi on se lance dans ce genre d'aventure un peu folle, quoi. Il faut avoir quelque chose à raconter. Soit c'est une commande d'un éditeur qui dit hey, salut, j'aimerais faire un jeu de rôle comme ça. Comme quand on est musicien et que quelqu'un vient de dire j'aime bien ce que tu fais à la guitare, on cherche un son comme ça, on voudrait faire un groupe pour faire des reprises des Stones, qui n'est pas la meilleure idée, mais pourquoi pas. Et on a un projet qui est proposé par un éditeur, on va essayer de répondre à ce projet en tant qu'auteur, artiste, créatif. C'est un travail. Quand c'est un projet personnel, il y a deux types de cas de figure, je pense. Il y a les gens qui ont un univers en tête et ils veulent le faire exister parce que voilà, il faut qu'ils, comme des gens qui vont faire du roman, ils ont une histoire, il faut que ça vive. Et ils vont faire leur jeu parce qu'ils veulent montrer aux autres, proposer aux autres une aventure, un type de jeu, une expérience de jeu ou une autre façon de jouer. Et après, il y a aussi le moment où on se dit mais moi je jouerais bien à ce jeu-là, mais je ne le trouve pas vraiment dans les jeux qui existent. Donc soit on va essayer d'adapter un jeu existant pour changer les règles d'un univers qui nous plaît bien, soit on va utiliser un jeu pour adapter ou jouer dans un univers de bande dessinée ou de film, on va modifier son jeu, ou alors on va se décider à créer son jeu, parce qu'il n'y a pas de jeu avec des infirmières zombies dans l'espace, et je veux jouer au jeu de rôle avec ça. Et donc, quand on prend pas Cthulhu et qu'on adapte, par où on commence? Alors, qui commence? Romain? Landraste? Alors, où commencer quand on crée un jeu de rôle? C'est assez délicat. On a chacun nos méthodes, je pense. Chacun notre façon d'aborder les choses. Moi, je suis plutôt un créateur d'univers, donc ça a été ma première pierre à l'édifice. Créer un univers, parce que j'ai des idées à mettre en place. D'autant que la création d'univers, j'en ai fait énormément. Je n'ai jamais vraiment utilisé un jeu de rôle tel qu'il m'était proposé. La proposition univers de jeu de la plupart des jeux que j'ai pratiqués ne m'ont jamais convenu. Donc je les transforme, je les adapte ou je les crée intégralement. Ce qui fait qu'en 30 ans de maîtrise du jeu de rôle, je n'ai jamais vraiment été autre chose qu'un créateur d'univers. Donc pour moi, c'est la première étape. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions. En termes de système de jeu, après, j'ai une approche qui est assez divisée, c'est-à-dire création de l'univers d'un côté, et le système, je vais l'adapter, c'est-à-dire que je vais le créer par rapport à mon besoin, par rapport à mes envies. Mon ambition, moi, quand j'ai mis en place plusieurs systèmes, testé plusieurs possibilités, mais mon ambition, c'était d'avoir un jeu qui me plaise, tout simplement. Je crée un jeu de rôle d'abord par besoin. Je voulais vraiment faire quelque chose que j'aimais animer, que j'aimais jouer. Donc, et le partager avec des gens qui appréciaient. Donc c'était l'étape ultime de tout ça, c'était d'arriver à un système qui me convienne. Marier les deux, il y en a qui vous diront que on ne peut pas faire un système sans un univers qui soit inextricablement liés. Et moi, c'était pas mon approche. Mon approche, c'est je fais un système d'un côté, je fais un univers de l'autre et je peux les marier. Donc ma volonté, c'était aussi de faire un système qui puisse faire ça, qui était capable de s'adapter à toute situation. Ça a été mon cheval de bataille, mais voilà, une expérience qui m'est propre. Je suppose que d'autres n'ont pas forcément la même. Moi, je pense que la première étape, quand même, c'est de se dire quelle est la proposition de mon jeu. J'ai eu mon idée, j'ai mon univers, j'adapte une œuvre, qu'importe. Mais si par exemple vous prenez un univers comme Star Wars, c'est énorme, on peut tout faire et du coup souvent on peut rien faire parce qu'on est devant un univers énorme. Si on le propose aux gens tel quel, si on décrit tout, la galaxie, l'Empire, la rébellion et tout, bon bah on se retrouve face à quelque chose d'énorme
et le joueur ne va pas forcément savoir par quelle boule prendre. Donc moi, à mon avis, ce qu'il faut, c'est un bon angle d'attaque. C'est quelque chose de simple. On doit pouvoir décrire ce qu'on joue dans notre jeu de rôle en 2-3 phrases. Genre, si je prends Star Wars, vous allez jouer des rebelles qui sabotent des installations impériales, qui mènent des batailles, qui essayent de reprendre des planètes. Ou vous allez jouer des Jedi sous la République, qui essayent de démasquer les Sith, qui veulent foutre le Sénat par terre. Ou vous allez jouer des contrebandiers qui bossent pour les Hutt, qui bossent pour le crime et qui naviguent dans la bordure extérieure et qui ne se mêlent pas trop des affaires de l'Empire, de la rébellion. Rien qu'avec un univers, vous voyez, on peut avoir 3 propositions de jeu. Donc l'essentiel, c'est d'en isoler une et ensuite d'articuler le jeu qu'on veut faire autour de cette proposition. Parce qu'on n'est pas forcé de décrire entièrement l'univers, on peut ne décrire que ce qui va servir par rapport à ce qu'on a décidé de jouer. Si on joue des contrebandiers, moi j'ai besoin de savoir comment marche le crime dans la galaxie, quelles sont les grandes organisations, combien se négocie une cargaison d'épices dans tel spatioport. Si je joue des Jedi, j'ai besoin d'avoir le code Jedi, j'ai besoin de savoir comment marche un sabre laser, quels sont les pouvoirs de la force auxquels j'ai accès. Donc on va avoir des éléments différents qu'on va amener dans le jeu selon l'angle d'attaque. Cet exemple peut marcher avec plein d'autres choses. Si je veux jouer en Chine ancienne, est-ce que je vais jouer des enquêtes façon Juchti? Est-ce que je vais jouer des aventures martiales façon Tigre et Dragon? Ce choix va déterminer énormément de choses sur le jeu. Du coup, est-ce que j'aurai un jeu d'intrigue ou est-ce que j'aurai un jeu d'action? Donc pour moi, avant même vraiment de commencer la rédaction, de commencer à structurer un plan, il faut savoir exactement ce qu'on veut faire jouer. Donc je ne sais pas si... Ouais, c'est super juste. Et ce qui est marrant, c'est que le jeu de rôle, tu te rends compte que c'est la fusion de plein d'autres types de jeux qu'on connaît bien. Ce qu'on décrit là, la proposition de jeu, c'est qu'est-ce que je vais faire dans ce jeu? Qu'est-ce que tu me proposes de vivre comme expérience dans ce jeu? Qu'est-ce que je vais jouer comme personnage? C'est la première étape en général dans un jeu vidéo. C'est la promesse de gameplay, c'est Assassin's Creed, tu vas jouer un agent qui va se déplacer dans des époques, dans des villes, qui va pouvoir se déplacer, se battre, etc. On sait tout de suite ce qu'on va jouer, et après, tu as un thème autour, mais après tu as l'univers, et après la partie technique, on la voit pas. Quand tu vas écrire un roman, tu as tout de suite une idée d'histoire et d'univers. Quand tu vas faire du manga, tu as aussi une idée d'histoire. Quand tu vas faire du jeu de cartes à collectionner, du jeu de plateau, du jeu de stratégie, c'est d'abord la mécanique ou d'abord les règles. Et dans tous les cas, c'est vrai, pour l'adaptation, la meilleure porte d'entrée, c'est qu'est-ce que tu veux faire ressentir et qu'est-ce qui est vraiment typique de l'univers ou de l'œuvre que tu adaptes et de quelle façon tu vas rentrer pour l'explorer. C'est assez typique du jeu de rôle aussi d'avoir des grosses décisions à prendre pour que l'expérience de jeu elle soit complète. Le jeu de rôle, c'est une voiture où si tu enlèves la carrosserie, en dessous, tu as toute une partie mécanique, tu peux remettre une autre carrosserie par-dessus. Elle va fonctionner de la même façon, mais elle aura un look et des sensations différentes. Et c'est autant de portes d'entrée possibles quand tu crées, mais pour l'adaptation, l'angle d'approche, les personnages, c'est vrai que c'est fondamental. Ouais. Moi, je vais aller directement aux gens qui veulent créer un jeu de rôle. Quand on avait proposé le jeu de rôle que j'avais fait, qui était un jeu de rôle générique, on avait dit à tout le monde, vous pouvez vous en servir pour créer ce que vous voulez, mais comme on va dire, comme une maquette, comme une idée. Donc, par exemple, effectivement, si vous voulez faire, je ne sais pas, des contrebandiers dans l'espace qui en même temps vont, détruire les planètes pour construire des autoroutes, ce truc est un petit peu limite, pas forcément intéressant pour tout le monde, mais peut-être que mes amis vont vouloir y jouer. Donc on disait, prenez ce système de jeu, il n'est pas compliqué, vous pouvez commencer tout de suite à écrire des histoires, à les faire jouer à vos amis. Si ça vous plaît, si ça leur plaît à eux, après vous réécrirez l'univers, après vous changerez le système, mais l'idée c'est d'avoir une espèce de petit bac à sable ou, une palette de peinture pour commencer à faire ses premières toiles et ensuite aller peu à peu sur la création du jeu. Parce que souvent, la création d'un jeu, c'est un phénomène qu'on appelle itératif. C'est-à-dire qu'on essaye quelque chose, ça ne marche pas très bien, on change un petit bout. Ça marche de ce côté-là, un autre ne marche pas, on rechange. Donc un jeu de rôle peut prendre pas mal de temps à être créé, mais il ne faut pas avoir peur de ça. C'est justement en essayant à chaque fois qu'on améliore son jeu.
Alors sur ce système itératif, est-ce que d'autres auteurs ont des petites expériences, un point de vue particulier? En fait, une fois qu'on a créé son système, qu'on a un univers, comment ça se passe après la vie de ce projet, la vie de ce jeu, quand on le fait tester, comment ça tourne tout ça en fait après Juste déjà de base, ce qui est important, parce qu'on va avoir chacun des méthodes de travail différentes, et on aura sûrement aussi des méthodes de travail différentes selon le projet sur lequel on a travaillé. Mais le jeu de rôle, ça fait partie des médias, des jeux, des produits. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'apprentissage de la meilleure façon, d'apprentissage de technique. Dans le jeu vidéo, maintenant, par exemple, il y a des écoles. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il n'y en avait pas, mais aujourd'hui, il y a des écoles qui t'expliquent des procédures techniques, industrielles, des approches de développement de chaque aspect d'un jeu vidéo. Tu as des écoles aussi de dessin, où on t'apprend à structurer ton anatomie, ta perspective, ta couleur, etc. Tu n'as pas d'école de jeu de rôle. Et le jeu de rôle, c'est un milieu qui a été créé par des passionnés de jeux de rôle, des amateurs éclairés qui se sont dit allez, on y va, on va faire notre jeu, notre maison d'édition pour éditer ce type de jeu. Et tu as des auteurs qui se sont improvisés, auteurs, qui n'ont pas appris à être auteurs, qui se sont mis à faire des scénarios, des systèmes de jeu, des règles de jeu, des univers, des jeux de rôle. Il y a des jeux de rôle qui sont pleins d'erreurs, mais qui ont un charme fou parce qu'ils ont une identité forte. Il y a des jeux de rôle hyper professionnels avec des grosses équipes qui sont super bien faits, mais où tu te fais chier. Il n'y a pas d'école de jeu de rôle, et c'est pour ça qu'on aura tous des méthodes différentes en fonction du projet, de l'équipe ou du résultat final qu'on vise. Mais c'est important le fait de... C'est un métier qu'on n'apprend pas avant de le faire. Mais il y a quand même des personnes qui ont commencé à formaliser des choses, toutes ces questions de game design et tout ça qui ont un peu émergé un peu partout sur Internet. Est-ce que certains s'en servent? Comment vous digérez ça? Comment vous voyez ça aussi? La théorisation du jeu de rôle, ouais, c'est vrai que c'est un truc qui commence à prendre beaucoup d'importance. Je sais pas, je crois que ça a commencé il y a une bonne vingtaine d'années, dans le milieu des années 90, on va dire, on commençait vraiment à s'interroger, parce que le jeu de rôle c'est jeune, hein, ça a 40 ans comme média, donc c'est à l'échelle des arts, c'est vraiment minuscule. Et pendant longtemps, effectivement, les gens ils créaient en prenant exemple sur ce qui avait été fait avant eux, en essayant d'imiter ce qui existait déjà, en lisant plein de jeux de rôle et en essayant de mixer dans leur tête tout ce qui leur plaisait pour en ressortir un truc. Mais il n'y avait pas vraiment ou très peu, hein, mais c'était marginal, de gens qui réfléchissaient vraiment à ce qu'est le jeu de rôle en lui-même, qu'est-ce qui le différencie effectivement du roman, du théâtre d'impro, du jeu de société, quelles sont les émotions typiques qu'on peut faire naître grâce au jeu de rôle. Et il a commencé à y avoir des travaux théoriques qui ont commencé aux États-Unis, notamment La Forge, des choses comme ça, où des auteurs réfléchissaient. Un système de jeu peut provoquer certaines émotions, et selon ce qu'on veut raconter dans cet univers, il vaut mieux privilégier tel système plutôt que tel autre. Des choses comme ça. Du coup, ça a conduit à l'émergence d'une scène indépendante où des jeux expérimentaux, vraiment très expérimentaux, très focalisés, où on joue par exemple une relation amoureuse qui se joue en 3 rendez-vous. Et à la fin de ces 3 rendez-vous, on voit comment ça tourne. Ou vraiment des jeux avec des thèmes pointus pour tester ces bouts de système, ces bouts de règles qui sont censés faire émerger des émotions, des sentiments, des façons de se conduire. Parce que dans un jeu de rôle, par exemple, si on décide de faire un jeu de rôle basé sur un univers pacifiste, où il n'y a pas d'affrontement, où les gens résolvent par la parole, l'intelligence et tout, on ne va pas le rédiger de la même façon que si on fait un jeu de rôle façon Conan le Barbare, où c'est un univers très dur, où les gens doivent se battre pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc il y a des réflexions qui sont engagées dans ce sens-là. Il commence à y avoir des ouvrages, hein, même en France, on a commencé, notamment chez Lapin Marteau, avec la collection Sortir de l'auberge, où on apprend comment être un bon MJ, on apprend comment être un bon joueur, avec des conseils de gens du milieu qui ont pas mal réfléchi aux choses. Donc il y a une approche maintenant théorique qui est assez intéressante, qui permet de ne pas partir de zéro. Parce que comme le disait Julien, il n'y a pas d'école, il n'y a pas forcément de manuel, c'est un apprentissage sur le tas ou en travaillant avec des gens plus expérimentés. Mais maintenant, il commence à y avoir une petite bibliographie d'ouvrages théoriques qui permettent
vraiment de se poser des questions. Je veux créer tel jeu, tel type de jeu, je veux qu'il fasse naître tel type d'aventure, tel type d'émotion. Donc, comment est-ce que je réfléchis sur le système? Comment est-ce que mon système va encourager une façon de jouer qui colle à mon univers? C'est sûr que si vous voulez jouer à votre jeu pacifiste, mais que vous avez un méga système de combat où vous gagnez de l'expérience en tuant le plus de gens possible, bah, vous n'encouragez pas les joueurs à trouver des solutions pacifiques. Donc on va essayer vraiment de fouiller, de réfléchir pour obtenir des mécaniques proches de l'expérience qu'on veut obtenir à table. C'est résumé par l'expression américaine qui est system does matters, c'est-à-dire le système compte, il n'est pas juste là pour résoudre les actions, il est là pour guider la fiction. Ça a donné naissance à un courant, les jeux motivés par Apocalypse ou par Fate. Et c'est intéressant de mettre son nez là-dedans, même quand on a beaucoup d'expérience en tant que créateur, parce que des fois, on manque de recul, on a le nez dans le guidon, on a ses propres routines, et du coup, ça peut être intéressant de se rafraîchir un peu l'esprit avec les nouvelles méthodologies, moi je trouve. Quelqu'un veut réagir sur ces questions-là? J'ajouterais peut-être une chose là-dessus, c'est que effectivement, on parle, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de méthode, on n'a rien rédigé, on n'a pas fait d'études, mais par contre, on a tous un point commun à partir d'un certain moment, c'est qu'on a tous joué. On ne peut pas créer un jeu de rôle sans avoir joué, sans être joueur soi-même. Donc, un bon point de départ, c'est d'avoir un minimum d'expérience sur le jeu de rôle, de comprendre exactement ce qu'on attend de ce jeu, comment on le pratique, et donc d'avoir un peu de recul sur ce qu'on peut trouver justement dans le commerce. Les jeux, il y en a pléthore, on peut trouver des tas de propositions différentes. Il n'y en a pas forcément une qui vous intéresse, mais on peut toujours s'en rapprocher. Et si jamais on veut se lancer dans la création d'un jeu, il faut savoir ce qu'on veut. Et il faut je pense qu'il faut l'avoir un peu cherché avant. C'est-à-dire vraiment essayer de trouver une voie sur un jeu soit très connu, soit un peu plus obscur, être curieux, expérimenter. Et c'est pour moi le début vraiment de l'école primitive, l'école de soi-même, pour entamer un projet de cette ampleur. Et alors, une fois que j'ai fait jouer plusieurs fois mes amis, etc., que je trouve que en fait, ça leur plaît, ils ont trouvé ça sympa, qu'est-ce que je peux faire après? Ce qu'on peut faire après, c'est aller dans un club de jeux de rôle et le faire jouer à des gens qu'on ne connaît pas. On va dans une convention, en général, il y a toujours un endroit où on dit écoutez, je suis un créateur de jeu, où je veux faire tester mon jeu, est-ce qu'il y a des gens qui veulent jouer avec moi? Et là, on se rend compte qu'en général, les gens qu'on ne connaît pas n'ont pas du tout la même approche que nos amis qui vont en général faire toujours la même chose, reproduire les mêmes routines. Et dans ce coup, le jeu de rôle que l'on avait créé qui ne marchait que pour 5-6 personnes va peut-être se casser la gueule avec d'autres. Mais ça, c'est pas grave. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois de me dire ça marche pas, je reprends tout à zéro. Et en général, la fois d'après, c'était meilleur parce que ça plaisait à plus de gens. Et puis moi, entre-temps, tout simplement, je voyais où ça ne marchait pas, je voyais où je m'étais trompé. Donc là, je reviens un peu sur l'itération, mais voilà, quand on écrit un jeu de rôle, on l'écrit pour soi, on est très content, mais si on l'écrit pour d'autres, autant qu'on ne l'écrive pas que pour 3 ou 4 personnes. Oui, c'est vrai que si l'envie initiale de faire son jeu de rôle, comme de monter son groupe de rock, c'est de jouer à quelque chose ensemble avec son groupe, pour soi, avec des joueurs qu'on connaît, faire des répètes dans son garage pour se faire plaisir, on a tendance à écrire pour soi ou écrire pour le groupe sans forcément se demander si ça va plaire à d'autres joueurs, si ça va être intéressant pour d'autres joueurs, si ça va être suffisamment clair et s'il y aura toutes les informations dans le jeu pour que les gens puissent le lire, le comprendre et le faire jouer, ou si c'est juste quelque chose qu'on va développer pour soi et qui peut-être un jour va plaire à quelqu'un sur internet ou tout ça. Dès qu'on passe dans une démarche professionnelle, au sens où on vise des livres ou des PDF
qui vont être vendus, mis à disposition, les premières questions qu'on se pose, c'est à qui s'adresse ce jeu, qui va y jouer, comment ils vont y jouer, et qu'est-ce que je dois absolument prendre en compte et mettre dans les règles de jeu, dans la description de l'univers, dans les conseils, dans les scénarios types pour donner des idées, pour que le jeu puisse être compréhensible et que les joueurs s'en emparent. Parce qu'une des grosses spécificités du jeu de rôle, c'est que je compare souvent au jeu vidéo parce que le jeu vidéo a beaucoup pris du jeu de rôle en termes d'interactivité, en termes même de concept de RPG vient de là, mais dans le jeu vidéo, le jeu gère la moitié des actions, tout ce qui se passe, on ne le voit pas, ce qui arrive, c'est géré par la machine, les calculs de points de vie, les dommages, les déplacements, les sorts, c'est géré par la machine. Dans le jeu de rôle, c'est géré par les joueurs. Donc il faut que les règles soient simples, il faut que la présentation du jeu soit assez simple pour que les joueurs autour de la table trouvent spontanément la bonne façon de faire ce que leur personnage fait, ce qui arrive dans le monde. Et c'est un travail d'ergonomie, je trouve, le jeu de rôle. C'est un travail de présenter les éléments, les articuler entre eux, pour que d'autres puissent jouer à ce jeu, parce qu'on ne sera pas là pour les guider à la première partie, on ne pourra pas répondre à leurs questions. Et si jamais il y a un bug ou une question ou un doute durant la partie, il n'y a pas la machine qui va faire apparaître un gobelin ou faire tomber un coffre, il faudra trouver une façon de le faire. Donc il y a vraiment, je pense, un besoin de faire ce jeu pour les joueurs et de s'assurer qu'il y a bien tout ce qu'il faut pour que le jeu puisse fonctionner sans les auteurs. Et donc faire pour un autre implique aussi d'écrire pour un autre, de permettre à quelqu'un d'autre de se mettre dans ses propres chaussures et au final dans ses propres idées, ce qu'on avait pensé à faire, etc. Et en fait, comment ça se traduit ça réellement devant son clavier, devant son écran? Parce qu'écrire pour soi, quelques notes ça va, écrire pour des amis, on est là, on peut réexpliquer, c'est exactement ce que tu disais juste avant. Mais donc, quand on doit formaliser tout ça pour quelqu'un d'autre, pour que ça puisse être diffusé sur Internet, voire même peut-être, pourquoi pas, édité, commercialisé ou autre. Alors déjà, il faut être capable d'écrire en français de façon intelligible. Ça, les règles de base de l'orthographe, de la grammaire, de la syntaxe, vaut mieux quand même un petit peu les maîtriser, ou en tout cas avoir des relecteurs qui vont pouvoir éliminer le plus de fautes ou de maladresses possible. Il faut produire des textes propres, utilisables, j'ai envie de dire ergonomiques, hein, comme tu disais. Alors ça, on va dire que quand on présente un système de règles ou qu'on veut décrire un univers de façon assez encyclopédique, on va peut-être éviter les grandes envolées lyriques, des choses comme ça. On va peut-être essayer de faire des textes qui sont plus directs. On va moins travailler que si c'était un roman, par exemple. On peut faire des beaux textes, hein, bien écrits, etc. Mais on va tenter quand même qu'ils soient faciles à comprendre, facile à lire, facile à transmettre aux joueurs, puisque souvent le livre de jeu de rôle, c'est le meneur de jeu qui va l'acheter et qui aura charge d'expliquer et de transmettre à son groupe de jeu ce que nous-mêmes on lui aura transmis. Donc il faut qu'on ait des termes précis, récurrents. Il faut qu'on propose la boîte à outils la plus pratique possible pour que le MJ, lui, soit capable d'ensuite de la transmettre aussi de la meilleure façon possible. C'est lui rendre service dès le début. Donc effectivement, on parlait de faire jouer à d'autres personnes, mais le faire lire à d'autres personnes, quelqu'un, vous avez un bêta lecteur, vous lui dites est-ce que mes règles sont claires, est-ce que mon univers est bien présenté? Il vous dit non, j'ai rien bité du début à la fin, tes règles sont bancales, tu utilises 4 fois des termes différents pour désigner la même chose. Vous savez que vous allez devoir un petit peu retravailler tout ça pour unifier, apporter une cohérence à vos textes qui soit... c'est un mode d'emploi finalement, un jeu de rôle. Hein. C'est un mode d'emploi un peu amélioré, un peu plus beau, un peu illustré, etc. Mais le but reste quand même que les gens qui vont le lire vont être capables de jouer autour de la table sans effectivement que l'auteur vienne tout expliquer. Après, pour parler un peu technique, méthode de travail, le jeu de rôle a beaucoup à gagner à s'inspirer de la presse, par exemple, avec ce qu'on appelle le chemin de fer. C'est une liste verticale de tout ce que doit contenir votre jeu, un sommaire. Ça nous sert de grille pour voir comment va s'articuler le livre, mettons, introduction, l'univers, l'histoire,
les personnages qu'on va pouvoir jouer, les règles de jeu de base, la création des personnages, tout ça c'est des grands chapitres qu'on va ensuite détailler avec Il était une fois, l'histoire récente, la géographie, clac clac clac. Et dans les règles de jeu, les règles de base, les règles de création, les règles de combat, les règles de magie, les règles d'enquête, ça nous fait autant de petits chapitres, de petits paragraphes qui vont devenir le squelette en fait de l'écriture, du développement du projet qu'on va pouvoir suivre. On va pouvoir dire par exemple pour l'histoire, je vais essayer de mettre peut-être 8 à 10 pages, c'est pas forcément précis, mais mettons 8 pages d'histoire, 10 pages de géographie, 4 pages sur les dragons, parce que c'est quand même sympa d'avoir des dragons dans un jeu de rôle, et ça fait la feuille de route de ce qu'on doit écrire. On peut l'écrire en commençant par la fin, par le milieu, mais il faudra qu'à la fin, il y ait tous ces aspects-là qui aient été traités. Et après, en termes d'étapes de travail, le jeu de rôle, c'est comme plein de projets, c'est une grosse boule de pâte. On met plein d'idées dedans, on la malaxe un peu, on y réfléchit pendant des semaines, des mois, et quand on a l'impression que sa pâte elle a la bonne consistance, on la pose sur la table, on prend un rouleau à la pâtisserie et on l'étire. On prend des emporte-pièces, on prend un bout de sa pâte, ça va être mon système, et je vais travailler mon système dans mon coin. S'il me manque de la pâte parce qu'il me manque une idée, j'ai pas réfléchi à comment on va gérer la magie, ben on va remettre des ingrédients dans la boule de pâte, on va remalaxer un peu pour que tout soit un peu cohérent et on va la redérouler. Le côté rouleau à pâtisserie, en fait, ça permet aussi de dire en une phrase un jeu de rôle avec des dragons. Et après, en développant, c'est un jeu de rôle avec des dragons et des chevaliers qui peuvent, etc. Et petit à petit, on développe l'idée de base dans tous les sens et on essaie de s'assurer qu'il n'y a pas de trou. Qu'il n'y a pas une zone de l'univers qu'on n'a pas pensé à développer. Là, les relectures sont hyper importantes parce que comment ça marche au fait au nord du continent qu'est-ce qui se passe si je fais ce genre de magie ou si... Et là, on doit répondre à la question en décrivant, en rajoutant une règle, de la description, du background, un scénario qui va permettre aux joueurs de s'imprégner dans l'univers. C'est un peu de la cuisine avec des méthodes de travail qui sont à mi-chemin entre la presse et le jeu vidéo par rapport au test, par rapport au travail en équipe. Mais c'est bien d'avoir une structure qui va devenir le sommaire du jeu à la fin. C'est tout ce que doit contenir le jeu. Au moins, ça sert de repère pour voir si j'oublie rien, quoi. Et là, tu parlais d'équipe. Un jeu de rôle, ça ne peut pas s'écrire tout seul. On peut tout faire tout seul, mais c'est quand même mieux à plusieurs, non? Ça se discute. Non, en fait, bon, moi, je dis ça parce que je travaille beaucoup tout seul sur mes créations, mais après, le travail éditorial, c'est autre chose. On se lance dans quelque chose, parce que c'est ce dont on parle là, d'un travail qui requiert différents types de métiers en réalité. Que ce soit du métier, alors quand on veut vraiment donner une belle forme au produit fini, c'est métier de graphisme. Il faut aussi effectivement des correcteurs, il faut des maquettistes. Bon, c'est tout un tas. Là, on a besoin d'une équipe assez souvent. Mais bon, je dirais au-delà du travail éditorial aussi autre chose qui, je pense, fait un peu partie de la démarche. Parce que le travail éditorial, il peut être minimaliste justement pour simplement présenter son œuvre. Il faut aussi être ouvert à la critique. Savoir que tout ce qu'on nous rapporte, et ça c'est vrai pour n'importe quelle œuvre de l'esprit, dès lors qu'on s'ouvre à un public, on s'ouvre à la critique, et il faut être attentif à ce qu'on nous dit. Ça permet de poursuivre le travail, c'est-à-dire d'améliorer ce qu'on a mis en place, de continuer à progresser dans la création et de se rapprocher finalement des désirs d'autres personnes que soi-même. Parce qu'au départ, c'est notre produit, puis après, c'est plus le nôtre. C'est un produit qui doit être partagé avec d'autres personnes, qui doivent plaire au plus grand nombre, si jamais en tout cas on vise une édition professionnelle. Et là, voilà, la critique est importante. Et la critique, quand elle est mauvaise, comment ça se gère en fait toute cette question? J'ai créé mon jeu, je le diffuse, et là finalement, les critiques arrivent. Bah, en fait, c'est pas très grave. Enfin, sauf si effectivement on le prend très personnellement. J'ai sorti 2 jeux. Le premier, en fait, on m'en a pas parlé pendant 30 ans. Et ben moi, je trouve ça bien plus désagréable que quand on m'en a dit du mal. Le deuxième, on m'en a dit du mal.
Bah, j'ai accepté, j'ai pris des critiques, je me suis dit que je ferais mieux la prochaine fois. Après, si on est laudatif, ça fait plaisir, voilà. Mais ça fait plaisir, c'est tout. Moi, j'ai écrit que des chefs-d'œuvre reconnus, donc je sais pas. Non, mais après, les critiques, c'est. Le problème, c'est que le jeu de rôle, c'est quand même très subjectif. Il en existe beaucoup de variantes. On va aller d'un bouquin comme Donjons et Dragons, qui est super précis, avec des règles carrées, des centaines de listes de sorts, de dons. Et puis on va aller vers l'autre bout du spectre, où on a des jeux très narratifs, ou avec des règles minimales, où ça se règle beaucoup par l'interprétation des personnages, l'interaction avec l'univers. Et forcément, les gens sur ce spectre, ils vont peut-être se placer à l'un ou l'autre endroit, et du coup, ils vont préférer certains jeux à d'autres, ce qui est tout à fait normal, hein. C'est comme en cinéma, comme dans les romans, on a tous des goûts. Ce qu'il faut, c'est que les gens ne se trompent pas de produit. C'est sûr que le mec qui est fan de donjons et qui va acheter un jeu très narratif avec très peu de règles, il va peut-être avoir une mauvaise surprise. S'il aime vraiment que le jeu bien régulé, bien précis et tout, si on lui donne trop de liberté, peut-être qu'il va pas aimer. Et du coup, il va peut-être donner une mauvaise critique du jeu. Donc, et puis voilà, il y a des gens qui vont aimer les univers contemporains, d'autres ils vont aimer le mettre fan, d'autres ils vont aimer la science-fiction. Donc il s'agit de trouver en fait le produit qui va le plus nous correspondre. Après, des mauvais jeux, ça existe, hein, ça, il n'y a pas de doute, on en connaît tous, mais il y a quand même plus de bons jeux avec lesquels on peut bien s'amuser, mais à condition d'être avec les bons joueurs, d'avoir compris la proposition du jeu et de l'accepter, en fait. Oui, c'est vrai que c'est quand même c'est difficile de dire de donner un avis sur un jeu si c'est juste parce qu'on n'y trouve pas ce qu'on espérait y trouver ou que c'est pas un jeu pour soi. Je prends l'exemple du cinéma. Rentrer dans un magasin de jeux de rôle et acheter un jeu au hasard, c'est un peu comme faire pouf pouf devant un cinéma et d'aller voir n'importe quel film. Si on aime les films d'action ou les films Marvel de super-héros et qu'on tombe sur un drame psychologique suédois de 4 heures, il y a des chances qu'on se dise ce film c'est de la merde, alors que le film est peut-être génial, mais il n'est pas pour moi. Si par contre on dit, moi j'aime bien les jeux épiques de fantasy par exemple, et qu'on achète un jeu de rôle épique de fantasy, là on a le droit de dire, est-ce que c'est bien un jeu épique? Est-ce que c'est bien de la fantasy? Et est-ce qu'il est plus original, moins original, plus fun? Est-ce que les règles marchent mieux? Est-ce que l'univers est plus passionnant, plus poussé qu'un autre jeu épique de fantasy? Et là, on peut dire si le jeu il est mieux, moins bien, et donc s'il est objectivement original, bien fait, bien écrit, bien testé. Après, l'intérêt du milieu du jeu de rôle et des rôlistes, c'est que chaque jeu de rôle est perçu comme étant l'adaptation au cinéma de Lord of the Rings et donc potentiellement une trahison. Les joueurs ont un côté très fan, très référencé, ils connaissent plein de jeux, ils ont testé plein de jeux et du coup, ils vont avoir des retours extrêmement précis sur un truc. Par exemple, dans votre univers, il n'y a pas de dragon. Et ça, pour moi, dragon, c'est pas possible. Alors que le jeu peut être génial, hein, et on n'a jamais mis de dragon sur la couverture, mais si ce joueur ne trouve pas le truc qu'il adore ou qu'il espérait trouver, il va être déçu à un niveau qui est complètement irrationnel, qui est j'aurais aimé que mon univers de jeu ce soit ça. Et là, c'est aussi le rôle des meneurs de jeu, des groupes de joueurs de discuter entre eux pour dire attends, cet univers, soit on l'a choisi et on va y jouer comme ça, soit on le découvre et on va pouvoir l'adapter, rajouter des dragons, pourquoi pas, modifier les règles de magie pour qu'elles soient plus simple ou plus précise, pourquoi pas. Le jeu de rôle, c'est une boîte à outils qui doit fonctionner, mais qui doit permettre de créer plein de choses derrière. Il ne faut pas non plus se tromper sur ça. Pour moi, un bon jeu, c'est un jeu qui permet d'inventer plein de façons de jouer qui marchent, même si elles ne sont pas du tout dans la démarche de base des auteurs ou de l'équipe qui a créé le jeu. C'est un jeu qui permet qu'on se l'approprie pour en faire un jeu, peu importe lequel. Très bien, donc là on va approcher de la fin de cette table ronde. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ou on conclut maintenant? Peut-être, ouais, il y a un truc que je trouve qui est très délétère dans le jeu de rôle, c'est l'endogamie.
C'est le gars qui joue au même jeu depuis 20 ans avec ses potes, et puis qui d'un coup arrive sur la scène du jeu de rôle en disant j'ai un jeu de rôle révolutionnaire, ça fait 20 ans que j'y joue avec mes potes, ça marche super bien, il veut faire un méga crowdfunding, il a des super idées. Puis on voit que son jeu, en fait, il en existe déjà 20 versions qui ont été développées pendant le temps où il s'y intéressait pas. Moi, j'encourage quand même les gens à regarder ce qui se fait ailleurs. Si vous voulez créer un jeu, vous ne pouvez pas faire comme si le milieu du jeu de rôle n'existait pas. Des choses ont été créées depuis 40 ans. Il s'en crée encore plein. Il y a des très gros jeux qui fédèrent des gros publics, hein, que ce soit Donjon, l'Appel de Cthulhu, Vampire, Star Wars, etc. Il y a plein de grosses franchises. Ça me paraît être le minimum, au moins de connaître ça, de connaître les dernières évolutions peut-être des jeux confidentiels qui ont introduit des nouvelles façons de penser les règles. Parce que si vraiment vous connaissez qu'un jeu, ou deux, ou trois, que vous avez pratiqué qu'avec les mêmes joueurs pendant des années, il y a des chances quand même que vous retombiez sur quelque chose qui existe déjà. Donc il faut se méfier de cette endogamie. Et je l'étends même à au-delà du jeu de rôle. Il faut lire des romans, il faut jouer à des jeux vidéo, il faut s'inspirer de ce qui se fait au cinéma. Des techniques qui viennent d'autres arts peuvent parfaitement s'importer dans le jeu de rôle. Hein. Des techniques de narration comme le flashback, le hors-champ, le flash-forward peuvent parfaitement être utilisées. Mais il faut en avoir connaissance. Il faut connaître un peu ce qui se fait ailleurs pour créer votre propre univers à vous, qui aura ses propres spécificités, qui ne sera pas une répétition de ce qui existe déjà, de ce qu'on a déjà vu dans tel bouquin, dans tel autre jeu, dans tel film. Donc il faut être capable de savoir ce qui existe pour créer son propre univers sans risque d'être comparé souvent. Comme on disait, hein, on va souvent être comparé déjà à des trucs qui existent déjà. Donc le mieux, c'est de pas non plus tendre le bâton pour se faire battre. Alors, pour conclure, est-ce que quelqu'un a une petite question d'ailleurs à ce sujet? Si quelqu'un a une question à poser aux auteurs? Oui. Ou une grosse question d'ailleurs, on est aussi prêt à encaisser une grosse question, quoi. Bonjour, j'aurais juste aimé avoir quelques noms des projets sur lesquels vous avez pu travailler. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, vous nous dites que vous avez travaillé sur plusieurs projets, plusieurs types de projets, et certains de vos conseils découlent de projets sur lesquels vous avez travaillé. Mais si on ne vous connaît pas forcément, j'aurais bien voulu quelques noms de projets sur lesquels vous avez pu travailler, si vous pouvez les donner, histoire qu'on se figure un petit peu, et puis si ça peut faire découvrir de nouveaux univers. Voilà. Merci. On va faire un petit tour de table avec la réponse. Alors moi j'ai travaillé sur Chin, les royaumes combattants, j'ai travaillé sur Capharnaüm, qui est un jeu Moyen-Âge arabisant, j'ai travaillé sur Luchador, qui est un jeu où on joue des catcheurs masqués mexicains qui luttent contre des monstres. J'ai travaillé sur Devastra, qui est un jeu d'heroic fantasy hindouiste. J'ai fait l'adaptation de la bande dessinée de la Brigade Chimérique, qui parle de science-fiction de l'entre-deux-guerres en Europe. J'ai fait le jeu de rôle Hexagone Universe, qui est basé sur les super-héros des anciennes publications Lug des années 60-70. Et récemment, j'ai fait Mythic Battle Panthéon, qui adapte le jeu de plateau de Mythic Games en jeu de rôle. Alors, j'ai un palmarès bien plus réduit, donc j'ai créé le jeu Simulacre, qui était un jeu générique qui a développé derrière d'autres jeux tirés de celui-là, c'est-à-dire Cyber Edge, qui est sur des univers cyberpunk, un peu à la Matrix, Capitaine Vaudou, qui est sur un jeu à peu près dans les Pirates des Caraïbes. Enfin, à chaque fois, c'est toujours créé 10-15 ans avant la version cinéma, ce qui est toujours bien pour l'ego. Athanor, qui est un jeu de science-fiction avec des mutations et des pouvoirs psioniques. Et voilà à peu près. J'ai participé à très peu de jeux, en tout cas bien moins que Romain. Rapidement, moi je suis auteur sur Prophétie, un jeu d'heroic fantasy avec des dragons. Je suis auteur sur Vermine, qui est un jeu de post-apo écologique, chamanique avec des insectes. Je me suis occupé de l'adaptation des Métabarons en jeu de rôle, avec les humanoïdes associés et tout l'univers de Jodorowsky, Megalex, etc. Et plus récemment, je suis co-auteur sur le jeu de rôle Gods, qui est un jeu de dark fantasy épique,
Ça, c'est pour les jeux où je suis auteur ou co-auteur. Après, je pense que comme beaucoup, on a beaucoup participé à des dizaines de jeux français sous forme d'un supplément, de quelques pages de background, d'un scénario. Moi, j'ai fait les comptes récemment pour les archives. J'ai publié une centaine de scénarios donc pour différents jeux, moitié pour la presse, moitié pour des gammes. Et je dois être à une soixantaine de livres et suppléments édités où j'ai mon nom quelque part. On n'était pas là non plus pour parler de notre vie ou de montrer nos jeux, mais c'est vrai que si des choses vous ont plu ou avez envie d'aller lire ce qu'on a pu faire les uns les autres, pourquoi pas, quoi. Pour ma part, j'ai des projets un peu plus confidentiels. Mon un seul est vraiment ouvert au public maintenant depuis 2 ans. Les manuscrits de la mémoire morte. Et un système de jeu publié dans le monde du libre sous licence Creative Commons qui s'appelle Modus. Bien, merci. Donc, on va clôturer là. Si vous avez d'autres questions, donc, eh bien, Romain, Pierre, Landrast et puis Julien seront présents encore tout le week-end sur notre stand. N'hésitez pas à venir les voir. Et ils ne seront pas seulement présents pour vous parler de leur création, mais aussi pour vous faire jouer à leur création. Là d'ailleurs, nous avons une partie de simulacre avec Pierre Rosenthal qui se lance à 18h. Et puis une partie des manuscrits de la mémoire morte avec Landrast. Et demain, on va rejouer à tout un tas de jeux. Donc il y a encore 12 parties qui sont prévues demain. N'hésitez pas à venir nous voir, à venir vous inscrire sur les différentes parties. Et à venir discuter, jouer, faire dédicacer un Vermine ou un Prophétie. Ou encore un Hexagone Universe, ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas, on est là jusqu'à demain soir 18h. Donc, merci de nous avoir écoutés pendant ces 3 quarts d'heure. Merci. Merci.